Hallo, guten Tag, willkommen dans ce 7e épisode de The Little Big Show. Votre invitée aujourd'hui est allemande. Elle s'appelle Franziska Goderbauer. Elle est coach certifiée par HEC et certifiée par une myriade d'autres écoles de coaching. La PNL, le Limbic Coaching, l'analyse transactionnelle ou encore la psychologie positive. Franziska nous raconte son enfance, qu'elle a passée dans un village médiéval non loin de Francfort, où à 14 ans déjà, elle séchait les cours pour aller à l'équitation. Elle nous raconte sa scolarité. À 20 ans, elle se retrouve dans la meilleure école d'Allemagne, le BS. On se serait attendu à la voir dans une tour à la Défense, dans une entreprise du CAC 40, mais ça fait 25 ans que Franziska est arrivée à La Réunion et qu'elle y a posé ses valises. Elle est passée de manager à coach à travers des sociétés comme Esso, la BFCOI, le groupe Apavou, le Crédit Moderne ou encore SFR. Franziska Goderbauer dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Bonne écoute. Bonjour Franziska. Bonjour Julien. Comment ça va? Ça va bien, merci. Franziska, vous avez été nominée par Agnès Joulin. Oui. Agnès a été gentille, elle a parlé de moi. C'est une de mes plus fidèles amies que je connais maintenant depuis ma 17 ans. Et on a eu la chance de travailler ensemble pendant 10 ans chez SFR. Donc, quelqu'un de précieux pour moi et je le remercie de m'avoir nommé. D'accord. Franziska, vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle Acte-OI. Acte-toi, comment on dit? On dit acte-toi, action ancien indien, mais acte-toi comme à toi d'agir. Et j'appelle ça développeur de talent. Et moi, effectivement, je suis jardinière de talent. Et je cherche ce qui est le meilleur dans l'homme pour lui aider de le planter, de l'arroser, de lui apporter du soleil, pour faire pousser tous les talents qu'il a en soi. Donc, je fais la conduite de changement au sein des entreprises. Et donc, je fais ce qu'on appelle le executive coaching et j'accompagne des décideurs, donc des chefs d'entreprise et des dirigeants dans l'océan Indien, mais aussi en Europe, pour conduire le changement qui leur semble important dans un monde qui est en plein mouvement. D'accord. Du coup, les auditeurs entendent que vous n'avez pas l'accent réunionnais. Non. Et moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est d'abord que vous nous disiez d'où Franziska Goderbauer vient. Moi, j'ai noté l'Allemagne, Francfort. Pour moi, c'est une ville industrielle, mais j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas une petite fille des villes industrielles, vous. Non, pas du tout. Alors, premièrement, je suis allemande, mais je suis tropicalisée. Ça fait 25 ans que je suis là. Ouais. Donc, j'ai grandi dans un petit village moyenâgeux en Allemagne qui a plus de 1000 ans, où tout est vieux et ancien. Et je grandis dans une famille où la maman est au foyer avec une frère et une sœur et un papa pharmacien. Et comme la ville elle est de Moyen-Âge, il y a un grand mur en tout. Et dès qu'on était tout petit, on avait envie de effectivement découvrir le monde. Et j'ai eu la chance que mes parents étaient très ouverts vers le monde. Et donc, cette maison était une maison d'accueil. Et dès que le papa a trouvé quelqu'un dans la pharmacie qu'il aimait bien, il l'a amené pour déjeuner ou pour dîner. Donc, il y avait toujours un couvert de plus. Et on a toujours rencontré des gens de 4 coins du monde. Comme c'est un site touristique, donc il y avait beaucoup d'étrangers. Et donc, très rapidement, on avait envie de voir ce qui se passe ailleurs. On a eu la chance d'apprendre donc, l'anglais et le français. Donc, les parents sont aussi installés au Canada. Et pendant l'école, on a appris le français. Donc, on a beaucoup voyagé. Et ma sœur a fini à New York et mon frère au Mexique. Et mes parents au Canada. Et moi, je travaillais aussi en Australie. Et un bon jour, j'ai fait la synthèse. Je suis venue à La Réunion. Ouais, pas classique, on va dire. Non, plutôt atypique. Mais c'est bien d'être pas... Donc, seulement aussi typique qu'on peut être. Ouais, donc, être différent, c'est différent. Donc quand vous étiez plus jeune, vos parents invitaient des gens qui croisaient à table. Vous avez un souvenir d'une personne qui vous a marqué, que vous avez donné justement envie de partir, de voyager? Parce que j'imagine que c'était des touristes ou des gens qui étaient de passage. Oui, c'était des gens de passage et c'est vrai que c'était des gens qui rentrent en conversation avec mon papa dans la pharmacie par rapport à souvent des choses complexes de la vie parce qu'on va à la pharmacie quand on est malade. Ouais. Et je n'ai pas un souvenir très concret, si ce n'est qu'un couple de... je crois que c'était des Canadiens
qui ont effectivement été des passages pour visiter. Et il manque donc un médicament pour lequel ils n'avaient pas forcément l'ordonnance, mais qui était important pour le monsieur. Et donc, du coup, ils ont trouvé une solution pour envoyer ça de façon... À l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'Internet. Donc, il fallait téléphoner à gauche, à droite pour avoir l'autorisation. Et ils étaient sympas. Et donc, du coup, ça parlait anglais à table. On était vraiment jeunes. Je me souviens, 5 ou 6 ans, je ne comprenais rien de tout. Mais il y avait toujours ces conversations autour de plein de sujets. Et ça sentit le monde vaste et grande. Donc, c'était vraiment... dès que j'étais petit, j'avais envie de ne pas vivre en Allemagne. C'était assez fort, ouais. Et grâce à ces dîners, vous ne viviez pas non plus totalement en Allemagne? Ben non, parce qu'après, donc, j'étais mauvais à l'école. Donc, à 14 ans, j'étais en échec. Ça allait être une de mes questions. Ouais. Oui, maintenant, je suis à l'aise avec. Mais c'est vrai, à 14 ans, c'était pas très drôle parce que j'ai décidé que je savais écrire et lire et que ça suffisait largement. Donc, je suis plus allée à l'école. À 14 ans? Oui. Pourquoi faire? Vous êtes allé faire quoi? Faire du cheval. D'accord. Ah oui, c'est une de vos passions, ça? Oui. C'est-à-dire Donc, faire du cheval. Vous avez pris un cheval, vous êtes parti faire le tour de l'Europe ou... Non. J'allais le soir chez mes parents, mais je prétendais aller à l'école alors que je n'allais pas à l'école. Et donc, du coup, mes notes ont été effectivement très mauvaises. Et j'étais en situation d'échec scolaire à 14 ans. Donc, mes parents m'ont envoyé en internat. Pas à l'école, c'était l'école buissonnière pour pouvoir aller faire du cheval. C'était un peu ça. C'est révolutionné contre le système dans lequel je n'avais pas la place que j'avais envie d'avoir, ou la reconnaissance, ou la compréhension. Donc, l'atypique était déjà à 14 ans assez prononcé. Et c'était quoi le problème du système dans lequel vous viviez à 14 ans? Que fallait, oui, peut-être rentrer dans une sorte de boîte dans laquelle j'avais pas envie de rentrer, de se comporter d'une façon, oui, adaptée, alors que j'avais trop d'idées différentes. À 14 ans, j'étais déjà aussi grand que je suis maintenant parce que je mesure quand même 1m78. À l'époque, déjà, j'avais du mal à correspondre à ce qu'on attendait de moi. Mais après, quand je suis allée à l'internat, je rencontrais des pédagogues qui ont vraiment su comprendre le phénomène que je représentais déjà. C'était un internat de filles. D'accord. Oui. Mes parents n'ont pas choisi parce que c'était un internat de filles, mais parce qu'il y avait des chevaux. Mais Lazare a fait que c'était un des rares internats qui n'était pas mixte à l'époque. Donc c'était en 86. Ouais. Donc c'est vraiment il y a longtemps. C'était il y a 31 ans. Ouais. Et internat, mais vraiment sympa parce que inspiré des bases d'école un peu du style Waldorfschule ou Montessori, où on essaie d'élever dans le sens de faire pousser et pas d'éduquer. Et ils étaient dans ces méthodes-là déjà? Oui. Et donc, ils m'ont permis de prendre confiance en moi, de comprendre que même être un différent et de ne pas forcément être dans l'attente de ce que je devais faire parce que je devais apprendre le latin. J'avais fait 9 ans de latin et je connaissais rien. Et c'était affreux. Et j'avais que des mauvaises notes. Toute ma scolarité, j'avais des mauvaises notes. Ouais. Et donc, en internat, finalement, j'ai appris qu'en apprenant, on peut effectivement obtenir aussi des résultats. Et c'était surtout de la prise en considération de ma personne. Je pense que c'était ça qui a fonctionné. Et donc, du coup, j'ai réussi à faire mon bac. Et après, j'ai fait des bonnes études. Et après, je fais mon chemin. Ah oui, du coup, c'est quoi ces bonnes études? Moi, j'ai vu que vous avez fait l'EBS, donc une business school, une très bonne business school, la plus vieille business school d'Allemagne, 12e au classement Forbes, quelque chose comme ça. Oui, c'est une école, donc l'European Business School, qui était la première grande école en Allemagne, parce qu'on n'avait pas ce système de grande école, on n'avait que des universités. Et pour y rentrer, il y a donc un concours, il fallait faire des tests. Et c'était quelque chose qui était pour moi assez compliqué, parce que je n'imaginais pas que je serais retenue, et pourtant. Donc, ils font des concours, un peu comme on fait en France, mais ils font aussi des interviews et des entretiens. Et donc, c'est lors de l'entretien qu'effectivement, ma personne l'a plu apparemment. Et donc, j'ai fait mes études à l'EBS pendant 4 ans. Alors que moi, j'ai pris 5 parce que je redoublais, parce que là aussi, je n'ai pas bien travaillé. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui apprend facilement, mais je retiens beaucoup. Ou c'est peut-être l'inverse, je retiens rien et j'apprends bien. Bref, j'essaie de comprendre les choses complexes, mais je correspond pas au système. Donc, j'ai fait aussi mon diplôme avec un peu de ralenti parce que j'ai passé donc une année en Australie
Un peu la fête aussi, peut-être. Non. Beaucoup. On Beaucoup. dit jamais, mais... Ça faisait partie. Non, et ce qui était chouette, c'était une très petite école parce qu'on était 120 par année et c'était très international parce qu'à l'époque déjà, il y avait donc l'échange avec Paris et Londres, mais après il y avait aussi la Chine, on avait les États-Unis et on a créé vraiment des événements extraordinaires. C'était de la période de perestroïka, l'ouverture vers l'Est, où le bloc soviétique s'écroulait et on a franchi à l'époque un avion pour transporter des aides à un orphelinat à Saint-Pétersbourg et on a mobilisé pour plus que 2 millions de marques, donc 1 million d'euros quand même. Ça, c'était un stage? C'était pendant les études, on a mobilisé donc les entreprises qui sponsorisaient différents événements pour faire des dons à cette époque qui était effectivement pour l'Union soviétique compliquée et donc pour aider donc là-bas. Donc des études très fun, très internationales avec beaucoup d'expériences différentes, beaucoup de pression aussi parce que c'était assez élitaire et il fallait quand même apprendre beaucoup. Ouais. Donc pour obtenir mon diplôme, j'ai quand même à un moment donné dû me mettre à bosser. Mais avec le souvenir de quelque chose qui était très ouvert vers le monde et qui m'a appris d'apprendre et de m'adapter dans des contextes qui ne sont pas forcément faciles ou oui, d'être adaptable et de fonctionner. Et du coup, vous avez fait 6 mois à Paris, 6 mois à Londres? Oui. C'était des stages? Alors, c'était ce qu'on appelait l'année à l'étranger. Donc, c'est un peu comme en France, on a peut-être le programme Erasmus, alors que là, c'est pas l'université elle-même que c'est organisé. Vous partez donc 6 mois dans un pays anglophone et 6 mois dans un pays francophone. Et on fait des études, mais on a aussi un stage de 8 semaines ou 6 semaines. Et donc, ce stage-là, l'anglophone, je l'avais fait en Australie et j'en ai fait un deuxième au Canada. Et pour le stage francophone, comme mon français était inexistant, quand j'avais pris le latin en première langue, et après j'ai fait l'anglais, et comme j'avais jamais bien appris le français... Vous pouvez prendre le latin en première langue? Oui, chez les Allemands. Une grande souffrance. Et pourtant, maintenant, je connais bien tout ce qui est lié à l'histoire des Romains. Et je me suis passionnée pour la philosophie grecque. Et donc, la mythologie grecque, c'est quelque chose qui me vient de là. Donc ça, c'est des parallèles qui sont impromptus. L'anglais, je l'ai appris facilement. Et le français, je l'ai appris à 14 ans. Je l'ai fait pendant 2 mois. Et j'ai décidé que c'est une langue qu'on ne peut pas apprendre parce qu'elle est trop compliquée. Donc j'ai changé tout ce qui était... j'ai remplacé le français avec les sciences, donc la physique, la chimie et tout ça. Et c'est avec ça que je suis fait à mon bac, parce qu'avec le français, j'aurais pas pu le faire. Ce qui était complexe, parce que pour mes études, il fallait parler français, sinon vous n'aurez pas pris par l'IBS, parce qu'il faut parler au moins 2 langues. Et donc, j'ai fait un cours intense à Spa, à Francorchamps. En centre Serran, on a appris dans 6 semaines, façon crash, je m'appelle Franska, je ne parle pas français. Donc, purement en verbal, donc vous écrivez rien, mais vous apprenez comme un enfant. Je m'appelle Franska, ça c'est un verre, c'est un téléphone, et toi tu t'appelles comment? Et c'est une méthode qui marche assez bien, mais c'est avec cette mini connaissance de français, je suis arrivée à La Réunion pour faire mon stage dans un pays francophone, un peu sur la cachette de Peter Mertes, qui fait donc les t-shirts Pardon Création, qui est allemand, et je me dis, bonne planque pour moi, pour faire mon stage francophone. Pas de bol, Pardon avait brûlé à l'époque, la fabrication c'est vrai. était donc en 89, après externalisée à Maurice. Donc du coup, mon stage a brûlé. Et du coup, je me suis mis à chercher du travail à La Réunion et je rencontrais le frère de mon futur mari, le père de mes enfants, qui m'a proposé un stage. Et c'est comme ça que j'ai arrivé à La Réunion et j'ai décidé qu'effectivement, je voudrais y vivre un jour. J'ai fini mes études, je suis retournée pendant 2 ans pour obtenir mon diplôme donc quand j'avais 25 ans. Et après, je me suis installée ici. Et, en 92. En 92, oui. Et du coup, juste, vous aviez quoi en tête pendant votre scolarité? Vous voyez où? Parce que quand même, à 14 ans, quand vous allez dans l'internat, l'obsession, c'est plutôt le cheval. C'est pas de se dire je veux travailler dans une société et être manager, etc. Du coup, après, après vous, en fait, en gros, vous dites que vous n'étiez pas faite pour le moule de l'école normale, vous allez dans l'internat, et ensuite, vous allez
quand même dans, fait des écoles d'affaires, dans un autre moule. Ouais, complètement. Je voulais faire... Alors, moi, j'ai grandi dans un foyer très proche de la nature parce que mes deux parents sont chasseurs. Et chasseur en Allemagne veut dire aussi s'occuper du terrain dont vous êtes responsable avec toute la faune et flore qui est présent. Et mon père étant pharmacien, il avait aussi une approche envers la nature qui est très particulier. Et donc, on a grandi dans cet esprit d'équilibre entre l'homme et la nature dans laquelle il est. L'équitation me vient de ma grand-mère, qui elle élevait des chevaux des Holsteiner. Et donc, je tombais donc quand j'étais tout petit, donc j'ai adoré ça. Et je trouvais donc le lien entre moi et les animaux au travers du cheval. Après, quand je devais faire mes études, j'aurais voulu faire vétérinaire. Donc, j'avais fait C'est ce que des vous stages. vouliez faire au début. Ouais. Et donc, j'étais assez déterminée là-dessus, mais mon baccalauréat est numerus clausus en Allemagne, et mon bac était pas mal, mais il n'était pas suffisant pour obtenir des études en Allemagne. J'aurais pu le faire au Canada, mais vu que j'étais pendant déjà 7 ans en internat des filles, un peu sous la contrainte de ma liberté, je n'étais pas prêt de m'isoler au Canada pour faire ça. Et j'ai rencontré donc des gens qui faisaient des études à l'IBS, où là, pareil, je n'avais pas envie de tout de le faire, mais c'est les rencontres avec des personnes qui m'ont donné envie et que j'ai vu que finalement, c'était l'idée de apprendre tout ce qui me permettra d'avoir influence. Parce que ma première motivation, depuis que j'étais tout petit, c'est que je voulais changer le monde. Et donc, très rapidement, on m'a fait comprendre que je ne la changerais pas et qu'elle est comme elle est. Et donc, ça crée une certaine frustration. Et donc, mes idées par rapport à faire des études d'économie et de management international m'avaient fait espérer qu'un jour, je pourrais avoir l'influence sur au moins une toute petite partie. Et donc, j'adorais mes études parce que je trouvais que c'était intéressant de comprendre les grands mécanismes. Donc, on n'était pas sur la microéconomie, mais aussi beaucoup de macro. Donc, comprendre comment les systèmes fonctionnent. La partie RH, au niveau organisationnel, déjà à l'époque, beaucoup plu. J'avais fait mon devoir sur le diplôme sur le télétravail, il y a donc 25 ans. Ah ouais. Oui. C'est intéressant de le relire, ça. Oui, c'est intéressant. Et il y a plein de choses qu'on avait prédit à l'époque qui se réalisaient. Et finalement, le télétravail à l'époque était quelque chose qu'on rêvait et technologiquement n'était pas encore possible parce qu'il n'y avait pas d'ADSL, il n'y avait pas de haut débit, l'Internet était naissant. Ouais, quand j'étais jeune, pour Julien, difficilement imaginable, il n'y avait donc pas d'Internet. Ça n'existe pas. Et quand je suis venue à La Réunion pour m'installer, mes amis m'ont offert un fax pour qu'on puisse garder le contact. Donc c'était vraiment très différent à l'époque, mais bon. C'est sûr. Du coup, vous finissez EBS et vous arrivez à La Réunion. Oui. Donc c'est que... Alors j'ai un diplôme de Bac plus 5 international avec anglais et français et donc des stages dans les 4 coins du monde. On parle de juillet-août 92. Oui, c'est ça. Septembre 92. J'arrive à La Réunion et je cherche donc un job. Je suis sous-qualifiée pour un marché où je ne suis pas sur mes oreilles, mais je suis étrangère. Ce qui est encore plus compliqué. Surtout, c'était 89, il y avait les émeutes de Chaudron. Donc l'économie, elle était quand même bien secouée par tout ça. Et j'ai eu donc la chance d'obtenir un premier travail chez Caltex. Donc là, c'était un stage. C'était peut-être même quelques mois avant que j'ai fait mon diplôme. Et quand j'étais diplômée, c'est chez Esso que je travaillais comme ce qu'on appelait à l'époque un inspecteur commercial, ce qui était un gros titre pour un travail qui était plutôt pénible parce que ça consistait à lancer le petit supermarché dans les stations-service. C'était les premiers, ça n'existait pas à l'époque et on l'avait fait pour... Inspecteur, c'est bizarre comme... C'est comme ça, il l'appelait ça dans le référentiel. C'était alors inspecteur commercial dans le sens d'un lancement d'un concept commercial dans les stations de service avec un projet pilote sur 2 canons. Et en vrai, ça consistait à saisir les codes barres des produits pour le supermarché dans un petit local à côté des pneus, sans clim, pendant 6 mois. Donc, c'était, après 5 ans d'études haute volant international, un peu de douche froide pour dire, effectivement. Et c'était quoi la motivation derrière ? De travailler et de montrer à mon entourage que je n'étais pas folle d'avoir décidé de vivre à La Réunion.
Ah, parce que votre entourage, il disait quoi, justement? Ben, il s'étonnait de mes choix parce qu'effectivement, ma carrière était plus destinée à faire quelque chose d'international et La Réunion était probablement la dernière destination à laquelle il fallait y aller pour faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que je ne correspondais pas du tout au marché de travail parce que peu d'expérience locale, avec une connaissance de français très limitée, avec un bagage qui n'était pas demandé ici. Et votre entourage, ils n'étaient pas encore partis, puisque maintenant, ils sont au Mexique, au Canada. Alors, moi, j'ai des parents qui sont plutôt vous... cool, qui Ouais. ont été du style, ma chérie, on préfère que tu sois heureuse loin de nous que malheureux proche de nous. Ouais. Et donc, je suis venue parce que j'ai tombé amoureux. Donc, c'était pour le père de mes enfants que je me suis expatriée ici. Donc, D'accord. c'était un choix de cœur que je n'ai jamais regretté. Donc, c'était quelque chose qui était plutôt, oui, farfelu, mais comme toute mon existence, qui était un peu farfelu. Et donc, je me suis fait confiance là-dessus. Mon entourage, ma sœur, elle est architecte, donc elle est partie en États-Unis, elle a vécu 15 ans à New York, maintenant elle a son bureau à Berlin. Et mon frère, il a rencontré une Mexicaine quand il a fait ses études à Harvard. Et comme moi, je suis partie à La Réunion pour apprendre le français, il a décidé, lui, d'apprendre l'espagnol. Et il a fait donc une formation de investment banker à Mexico. Il est installé depuis et il vit à Mexico City. Il est aujourd'hui le dirigeant de la Banque de développement allemand à Mexico. Quelle chance. Ouais. J'ai vécu un an au Mexique, c'est génial, le Mexique. Et du coup, votre première expérience, on va dire, là où vous commencez à faire vos preuves, c'est chez Esso. Là, les gens se disent, tiens, elle est sérieuse, cette jeune Allemande, elle veut vraiment travailler. On l'a mis dans les pires conditions, mais elle y va quand même. Et là, vous commencez... ensuite, vous êtes assistante marketing chez BFCOI. Et après, assistante du PDG du groupe Apavou. Ouais. Alors, entre SO et BFC, c'était compliqué parce que SO, c'était un CDD de 6 mois. Ouais. Une fois qu'il était terminé, moi, je voulais travailler et on m'a dit, maintenant, tu t'inscris à Pôle emploi et tu as droit au chômage. Et là, je n'ai pas compris le système. Qui vous a dit ça? Les gens qui étaient autour de moi, que c'était chez SO ou ceux qui accomplissaient les formalités pour m'aider de retrouver un travail. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça quand même plutôt bizarre. Donc, j'ai envoyé plein de CV. Et j'ai fini par décider de vouloir créer mon entreprise déjà à l'époque. Et le jour où je voulais m'inscrire pour créer une entreprise de nettoyage d'ordinateurs, pour vous dire, parce qu'à l'époque, c'était encore... Oui, c'était récent. Oui, on avait des produits pour nettoyer les ordinateurs. Donc, les écrans et les claviers. Donc, c'était très drôle. Ah oui, c'était une start-up improbable. Avant les start-up, ouais. Et donc, finalement, je ne l'ai pas créé parce que la BFC m'a appelé pour un remplacement en assistant de marketing. Et là aussi, c'était pendant 2 ans en CDD. Et à la fin, je n'ai pas pu rester à la BFC parce qu'effectivement, il y avait la préférence locale alors qu'étrangère. Tous les CDD ont été supprimés, y compris le mien. Et je me trouvais en chômage avec un premier bébé qui était né entre deux portes, donc Henri, que j'ai eu en 1994. Et je devais rentrer à Noël chez mes parents avec mon bébé. Et je me dis, je ne peux pas rentrer sans job. Et donc, du coup, j'ai cherché. Et je trouvais chez Armand Apavou, donc un poste d'assistante de direction. Il était en train de créer Alia, une société de holding qui chapeautait à l'époque les Réunionnais, l'immobilier de la Réunion, la 5 Pro, Bâti-Pro, tout ça. Et j'étais embauchée pour mettre la structure là-dedans et de lui aider de, effectivement, mettre en œuvre tout ce qu'il avait envie de faire. Je fais ça pendant 1 an. Et là, vous aviez quel âge? Là, j'avais quel âge? Ouais, c'est début... 95. Là, 95, c'est ça? Ouais. Oui, donc j'en ai 28, 29, ouais. Et donc là, vous entrez dans l'ère du management. Ouais. Donc, Vous avez 10 personnes, vous avez 10 agents commerciaux. Oui, mais l'idée de management, c'est vraiment de prendre l'humain en charge. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Chez Apavou, c'était plus éphémère parce qu'il y avait beaucoup de changements. C'était l'époque où il se fait saisir ses loyers, donc c'était un peu agité. Et après 1 an, effectivement, j'avais la possibilité de devenir agent immobilier ou de changer de métier. Et donc, j'ai eu la chance, pareil, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de rencontrer des gens qui ont cru en moi. Donc, je rencontrais Bertrand Gros, qui était le directeur de Crédit Moderne et qui cherchait effectivement un responsable recouvrement contentieux pour manager son équipe de 20 personnes.
qui était délaissée pendant 2 ans. Alors Et là, là, c'était sport, parce que j'avais aucune formation juridique. bah, c'est ça, j'ai de envie, droit j'ai envie de dire, français. faisons une pause, parce que comment on fait quand sur son CV, on a été inspecteur commercial dans une industrie qui est l'industrie pétrolière, ensuite on a travaillé dans une banque, ensuite on a travaillé pour un groupe immobilier, à chaque fois des durées un peu courtes, on va dire. Ouais. Enfin, quand même 1 an chez Apavou. Et là, vous passez directement d'un poste d'assistant de PDG à responsable service recouvrement et contentieux sur quelque chose que vous ne connaissez pas, avec des process, avec un aspect juridique. Enfin, comment ça se passe et comment Monsieur Gros vous a fait confiance? Alors, Bernard Gros, il a eu le don de voir en moi quelque chose que je ne savais pas encore, mais il m'a fait confiance, bien plus que moi je me faisais confiance moi-même. Et comme je apprends vite, même si je ne retiens pas beaucoup, et j'avais effectivement, je pense, cette capacité de entraîner les gens ou les fédérer ou de les diriger et de les amener là où ils se épanouissent, où ils sont la performance avec un équilibre. Donc c'est enabling high performance together with high fulfillment. Ça c'est une phrase de Philippe Rosins qui donc réalisait les hautes performances avec un vrai équilibre. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui, effectivement, j'ai appris. Donc, le management, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, on l'expérimente. La partie juridique sur les procédures de recouvrement contentieux, pareil, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, j'ai fait un doc de droit par distance à l'époque pour bien comprendre les rouages. J'ai appris à écrire en français parce que, du coup, il fallait rédiger les conclusions avec les avocats. Et ben, en gros, me corriger et me réaliser. Donc, c'était quelque chose de très sympa parce qu'il fallait aussi que j'impose un peu mon autorité. Donc, du coup, il m'a couvert sur cet aspect où je n'étais pas forcément optimale. Et le recouvrement contentieux, pour moi, était quelque chose d'intéressant moralement, du style, si on a des dettes, il faut les payer. C'est comme ça que j'ai rentré dedans. Après, pourquoi il m'a pris moi? C'était peut-être parce qu'il y avait personne d'autre qui voulait le job aussi. Donc, c'était un job qui était plutôt pas forcément facile. C'est pas facile, hein, le recouvrement. Non, le recouvrement n'est pas facile, le contentieux n'est pas facile. Pas dans quelque chose de sympa, quoi. Mais c'est... moi, je l'ai fait pendant 5 ans. Je me suis vraiment éclatée, surtout au début. Après, je trouvais que le crédit de la consommation était quand même quelque chose de très particulier. Et en contentieux, vous arrivez de recouvrer auprès des honnêtes gens. Et il y a tout un pan de société que vous n'arrivez pas à attraper et qui est un vrai sport de ne pas payer ses dettes. Donc, en final, je trouvais ça assez immoral. Et quand il y avait l'an 2000, et j'avais 33 ans entre-temps, je me suis dit que c'était quand même courte la vie et j'avais rencontré une personne qui m'a là aussi beaucoup aidée, qui était à l'époque DRH d'Orange et qui m'a dit on a besoin des gens comme toi. Je lui ai envoyé mon CV et j'avais plus de nouvelles, donc je trouvais que c'était étonnant. Et quand j'ai appris qu'elle ne me donnait pas de nouvelles, c'est parce qu'elle était à l'hôpital, elle était mourante. Oh, désolé, ouais. Oui, mais c'est ça, la mort, elle est présente dans notre vie tout le temps. Et donc, elle avait un cancer et elle avait un diagnostic de mourir sous les 6 mois. Et je me dis, zut flûte, si ça m'arrive demain, si demain il y a quelque chose de grave, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai rien fait. Et donc, il faut changer. Il ne faut pas travailler pour les choses que pour l'argent. À l'époque, j'étais obligée parce que notre situation financière faisait qu'il fallait aussi assurer. Donc, et donc en l'an 2000, à 33 ans, décidé que je vais vivre ma vie et faire quelque chose d'utile. Recontinuer de changer le monde et pas de chercher l'argent là où l'autre l'a caché. Donc, du coup, je me suis remise sur le marché du travail. Orange a voulu m'embaucher. Du coup, SFR a appris que Orange voulait embaucher Francesca. J'ai rencontré Jean-Pierre Aguet, qui lui m'a fait une proposition bien plus intéressante que le Challenger, parce que moi, je n'avais pas du tout envie de travailler pour les leaders. Je voulais travailler pour Orange. Ouais. Donc, SFR m'a proposé effectivement de créer le service entreprise et de faire donc toute la partie B2B. Et donc, j'ai intégré SFR. Là, sur un vrai poste de management, je commençais avec 3 commerciaux et sur 11 ans, j'en ai fini avec 60 collaborateurs et je pas seulement gérer le service entreprise, mais on m'a rattaché aussi la SAV et la restructuration de tout ce qui était la partie accueil client. Et là, c'était super. Donc, un sujet complexe en rapide évolution avec des moyens absolument extraordinaires et la vague de la téléphonie mobile qui était en train de monter.
Et donc là, pareil, le management, les projets, la conduite de changement et un troisième enfant, oui. Le deuxième, j'avais fait entre deux portes au Crédit Moderne, en courant. Donc moi, j'ai toujours travaillé beaucoup et les enfants, j'ai pu, grâce au système français, les avoir entre tout ça, parce qu'il y a des crèches, parce qu'il y a des écoles de journée entière, chose qu'on n'a pas en Allemagne. Donc la situation pour une femme d'avoir 3 enfants et occuper des postes à responsabilité en France, c'est quelque chose qui est quand même assez bien organisé, pour le dire. Après, mes enfants diraient peut-être que j'aurais pu être plus présent. Chose que j'ai fait pour mon troisième, parce que là, je me suis arrêtée pendant 1 an, pour me prouver que j'étais une bonne maman et que je les amenais tous les mercredis à la plage, ce que font tous les mamans tout le temps, soi-disant. Ouais. Jusqu'à mon grand me disait que maman, tu es une super maman, surtout quand tu travailles. Donc, mon expérience d'1 année à la maison était une expérience rassurante pour moi, qu'effectivement, on peut être une bonne maman aussi en travaillant. Et donc, chez SFR, j'ai fait donc une pause pendant 1 an pour le troisième. Et après, quand je suis revenue, il y avait un changement de direction. Donc, il y avait Bertrand Guillot qui a repris la direction. Et donc là, j'étais nommée directeur et il a créé un CODIR. Et donc là, c'était vraiment une partie impressionnant d'une côté et rassurant de l'autre, avec beaucoup de plaisir dans ce qu'on faisait parce qu'on créait des choses et ça avançait. Donc, chouette. D'accord. Et du coup, cet aspect maman et en même temps directrice de business unit, moi ça m'intéresse parce que je serai bientôt papa. Et ça ressemble à quoi en fait les semaines? On se lève à quelle heure? C'est quoi les petites habitudes pour pas perdre de temps? Comment on s'organise? Je vous dis, Julien, que je suis quelqu'un d'atypique, donc je suis pas dans ma façon d'être tout de suite très structurée. Donc j'ai appris de me structurer et D'accord. c'est une question d'organisation. Donc quand j'ai repris mon job avec 3 enfants sur un poste de direction, j'ai dit à mon patron que je quitterai le bureau tous les soirs à 18h15. Sauf le mardi où il y avait le CODIR, où là, effectivement, c'était open et jusqu'à il fallait. C'est quelque chose qui est faisable. Donc, il faut être efficace pendant les heures que vous avez au travail et avoir une bonne organisation et des gens qui vous aident. Et même en doublon, parce que quand il y a un système qui implose, il faut avoir un système bis, d'avoir beaucoup de souplesse et d'avoir des gens compréhensifs autour de vous. Après, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours plu de le faire de cette façon-là. Mes enfants, aujourd'hui, sont plutôt bien. Donc, j'ai l'impression j'ai pu les accompagner là où il fallait. Et après, c'est un choix de vie. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des études avec moi, qui ont dû choisir entre famille et métier. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux, donc je ne regrette pas. Et je ne voudrais pas manquer mon rôle de maman, autant que je ne voudrais pas manquer mon rôle de directeur. D'accord. Du coup, vous terminez votre expérience chez SFR et vous passez de management à coaching. Ouais. Donc Alors là, c'est le grand pas, le grand changement. Donc j'avais 45 ans et il y a donc des dates dans ma vie dans lesquelles je m'en souviens. J'ai eu en 2007 l'expérience moi-même d'être coachée et donc j'ai découvert ce métier qui est absolument fascinant parce que le coach en entreprise, c'est un peu la suite pour moi logique de ce que je fais jusqu'à avant. Donc au début, je manageais des collaborateurs, après je manageais des managers, après j'ai dirigé des managers, après j'ai dirigé des business units et un jour vous êtes directeur et vous dites maintenant je fais quoi? Et l'idée de coaching, c'est effectivement pas faire, mais aider l'autre à faire. D'accord. Donc je suis une faiseuse et on est tous là en disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et le coach est ceux qui aident l'autre à faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Et donc, je choisis donc plein d'apprentissages pour devenir coach parce que c'est tout un parcours. Et en 2010, j'ai eu la chance de me former donc, à l'HEC sur un parcours de Executive Coaching. Donc, je suis coach certifié HEC. Où là, pareil, SFR m'a accompagnée. Donc, il y a une partie qui était cofinancée. Il y a une grande partie que j'ai pris en charge moi-même. Et surtout, j'ai investi tout mon temps et tout mon argent sur les déplacements. Donc, je suis partie pendant 1 an, tous les mois, pendant 1 semaine à Paris, pour étudier ça.
J'étais certifiée en 2011. Je continue de travailler pour SFR encore pendant 1 an. Et en 2012, je peux négocier mon départ et j'ai quitté SFR. Donc le 3 novembre 2012, j'ai créé Acte-toi, Action aussi indien, mais Acte-toi d'agir. Le 3 janvier 2013, parce que le 2, c'était les cyclones. Et ça fait 5 ans, bientôt 6, que je œuvre et je m'éclate et que j'apporte donc maintenant un regard bienveillant sur le monde cruel de l'entreprise, qui n'est pas si cruel parce qu'on peut là aussi effectivement changer les choses et faire différemment. Et je m'occupe donc de la ressource humaine dans l'entreprise en la considérant comme une vraie ressource parce que c'est l'humain qui est vraiment ce qui différencie les structures, parce qu'une organisation est définie par un fonctionnement indépendant des éléments qui le composent. C'est ça, une bonne organisation. Vous pouvez interchanger les choses. Donc les hommes, or qu'on est tous conscients qu'on ne peut pas être que orienté résultat, mais les êtres sont orientés dans la coopération, dans la collaboration. Et les entreprises qui réussissent aujourd'hui sont ceux qui prennent soin des gens avec lesquels ils le font, que ce soit le collaborateur, que ce soit le client, le fournisseur, en interne, en externe, au-dessus, en dessous. Et donc, la conduite de changement au sein de l'entreprise avec une posture d'executive coach me permet d'accéder effectivement auprès des décideurs et de les accompagner sur des chemins sur lesquels ils ne savent pas forcément le faire tout de suite tout seul. Donc, ça nécessite une certaine humilité du coach d'une côté, mais du coachee aussi, de savoir dire j'ai besoin de l'aide et j'ai besoin de l'accompagnement. Et donc, c'est un métier qui... Maintenant, j'ai 50 ans et j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui correspond à moi et où je suis utile et où je peux apporter à ceux qui travaillent avec moi quelque chose qui les fait progresser. Pour revenir au coaching, j'ai vu qu'il y a à peu près 10 000 écoles. J'ai compris qu'il y avait le coaching intuitif, l'analyse transactionnelle, la limbic coaching, la PNL, le processcom, la psychologie positive. Est-ce que vous aimeriez parler de quelques-unes d'entre elles ? Alors, le métier de coach est comme une mosaïque. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez ajouter à vos compétences. Et donc, aujourd'hui, pour être un coach certifié HEC, il faut premièrement avoir donc, fait une formation certifiante. Il faut avoir son propre coach. Il faut être supervisé. Ça veut dire qu'il faut avoir été coaché soi-même ? Oui. Parce que c'est vraiment l'expérience de savoir ce que ça fait. Mais au-delà, on est obligé d'avoir un superviseur. Donc, comme dans le métier à l'aide à la personne, on a donc un lieu dans lequel on peut poser effectivement nos cas et aussi challenger nos visions et nos croyances. Parce que ce qui est pour le coach important, c'est sortir de ses croyances et de vouloir se confronter à des points de vue qu'on n'a pas proprement soi-même, parce qu'on est tous un peu avec nos œillères de notre expérience, de ce qu'on a vécu. Donc du coup, pour les coachs, au-delà d'être supervisés, à l'HEC, on nous demande aussi d'avoir fait de la thérapie nous-mêmes. Donc, parce qu'il y a une grande différence entre le métier de coach et de thérapeute. Le thérapeute, il va chercher beaucoup plus le pourquoi on est comme on est, et il va travailler entre autres sur la souffrance et d'éventuels dysfonctionnements. Que le coach, il n'intervient pas quand il y a souffrance. Quand vous êtes en dépression, quand vous êtes en burn-out, c'est pas le coach qui va vous aider. Le coaching, c'est bien... reconnaître les symptômes. Mais... On peut effectivement dire que là, c'est peut-être quelque chose dont je peux pas vous être utile et il vaut mieux le travailler avec un thérapeute. Le coach, il est très concentré sur comment faire par rapport à la situation donnée. Donc, on fait un état des lieux et par rapport à là où on est, on essaie d'amener l'autre là où il veut aller. Faudrait-il encore qu'il sache. Donc, il y a une première demande par rapport à un enjeu. Ça n'a pas besoin d'être un problème, mais quelque chose qui le préoccupe et qui lui semble important pour le coaching, sur lequel on va travailler, et au fil des séances, on va se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont cachées en dessous. Pour pouvoir faire ce métier-là, il faut avoir des instruments, il faut avoir des outils, mais là aussi, le coach se méfie beaucoup parce qu'un outil, a fool with a tool, still a fool. C'est quelqu'un qui est donc fou, même avec un outil, il reste un fou, voilà. Donc, c'est pas parce que vous avez une scie que vous savez scier. Ouais. Donc, toutes les techniques que vous venez de citer sont des techniques qui viennent pour certaines de la psychologie, pour d'autres... Par exemple, la limbic
Alors, limbic coaching, la c'est... limbe, c'est par rapport... La limbe, c'est le cerveau entre le reptilien et le cortex. Donc, vous avez 3 strates, si je simplifie beaucoup, dans votre cerveau. Le reptilien, c'est là où il y a tout ce qui est réflexe ancestral, quoi, ancestral, le plus ancien, très rapide comme cerveau, mais assez limité, assez binaire, parce que c'est fight and flight, soit vous attaquez, soit vous fuyez. Et beaucoup de pourcentage, ça peut être l'inhibition, donc si vous êtes un aigle, paralysé. Si vous êtes un pingouin, c'est ça? Oui, soit vous êtes une gazelle, vous tirez, soit vous êtes un lion, vous attaquez, soit vous êtes un cafard sur le dos et vous bougez plus. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais vous êtes assez autoguidé et il n'y a pas de réflexion dans ce qui vous arrive. Après, quand le réflexe ou le stimuli va traverser cette phase-là, vous arrivez à un endroit qui s'appelle le cerveau limbique. Limbique comme la limbe, qui est donc l'entre-royaume entre le paradis et la terre, et les enfants non baptisés, selon la croyance chrétienne, vont errer dans cette limbe, affreux endroit. Mais donc c'est le entre-royaume, donc le entre-cerveau, entre le reptilien et le cortex. Et dans le cerveau limbique, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que c'est là où sont effectivement logés nos souvenirs, donc notre mémoire, mais aussi tout ce qui est lié à l'émotion. Et donc, la neuroscience a beaucoup avancé sur les dernières années. Et donc, la neuroplasticité, c'est quelque chose qui est maintenant vraiment très étudié. Et on se rend compte qu'il y a un vrai lien entre mémoire et émotion. Et quand on se souvient à long terme, donc dans votre disque dur, est inscrit ce qui était lié aux émotions. Et le plus l'émotion était forte, le plus c'est ancré. Et quelque chose qui n'a pas créé d'émotion est difficile à être retenu. On peut se servir de ça aujourd'hui en apprentissage. Donc, quand c'est fun, effectivement, ça s'ancre mieux. Donc, par exemple, un cas appliqué, un dirigeant pourrait faire partager des valeurs qu'il veut faire partager entre ses collaborateurs grâce à des émotions, quoi, qui pourraient leur faire ressortir sur, je sais pas, un team building. Bah, tout ce qui est marketing est très basé là-dessus. Hein. Donc ça, aujourd'hui, on le sait déjà. Quand vous faites des événementiels, quand vous créez le team building est un peu basé là-dessus aussi. Après, apprendre avec précaution parce que vous rentrez dans la manipulation. La PNL, c'est un instrument qui vous permet la programmation neurolinguistique. C'est au travers du langage, vous pouvez reprogrammer des nouvelles visions dans l'être. Ça peut être très bénéfique si on le fait de la façon bienveillante. La bienveillance, c'est une des termes qui sont vraiment très chers aux coachs. C'est un terme que moi j'ai découvert en 2007. Donc j'ai existé pendant longtemps sans le mode de bienveillance. Encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Donc de ne pas influer de façon manipulative, mais en faisant avancer les choses. Donc le cerveau limbique est un endroit où tout ça se passe. Et une fois qu'on traverse le limbique, on arrive au cortex. Et là, on peut réfléchir, être raisonné, avoir la logique et donc une approche refroidir la chose. Tant que vous êtes au niveau limbique, vous êtes chaud et effectivement pas forcément très perméable à la raison. Quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, effectivement, c'est pas la peine de vouloir faire des grandes réflexions parce que votre cerveau est bloqué. La même chose quand vous êtes amoureux. On n'est pas normal quand on est amoureux. Vous voyez, vous vous souvenez ? C'est pas normal. C'est pas un état qui est d'une grande lucidité. Il en est plus dans le cerveau reptilien à ce moment-là. Non, il est dans le limbique. Dans le limbique. Après, c'est un état qui peut être très beau. Et les émotions, on s'en sert en coaching beaucoup parce qu'on va parler beaucoup plus à l'âme qu'à la tête. Surtout nos dirigeants, s'ils sont devenus dirigeants, souvent ils sont la tête bien faite. Et quand on est très enfermé dans sa tête, on n'est pas forcément toujours très connecté au reste de son être. Que ce soit son corps ou son cœur. Et le coaching va travailler avec votre corps et avec votre cœur. Donc, sous cette connexion pour faire quelque chose d'aligné entre les trois. Et donc, ça sont les techniques sur lesquelles la neuroscience a beaucoup avancé. Donc, tout ce qui est ERMD, qui est donc le Rapid Eye Movement, reprogrammation au niveau des mouvements oculaires qui font quelque chose sur le cerveau, mais aussi des simulations au niveau de l'acupuncture et des tests kinesthétiques, qui sont donc des choses qui sont aujourd'hui des nouvelles façons d'aborder des sujets. Donc moi, j'ai été formée à ces techniques-là, mais j'ai aussi des formations sur la psychologie positive, où là, effectivement, on a étudié depuis 20 ans pourquoi l'homme est heureux, que pendant 250 ans, on a étudié pourquoi il est malheureux. Donc la psychologie positive, c'est un nouveau champ de science où là, effectivement, il y a des études très scientifiques et très basées pour comprendre pourquoi certaines personnes sont plus heureux que d'autres. Donc il y a des clés.
qu'on peut utiliser pour... le bonheur, c'est un vaste sujet et il n'est pas facile accessible et surtout c'est éphémère et pas quelque chose qui est dans la durée. Donc je reparle de nouveau d'équilibre. Comment trouver l'équilibre? Comment rester sur place quand tout en dessous de vous bouge? Dans un monde comment agité. avancer? Ouais. Voilà. Donc la psychologie positive, je l'ai fait à Harvard avec Tal Ben-Shahar qui a créé donc un cours de psychologie positive il y a maintenant 7 ans où personne n'y croyait. En disant, on n'a pas besoin d'apprendre la psychologie si on veut devenir manager. C'est devenu le cours le plus fréquenté à Harvard Business School. Et donc, il a décliné ça sur un programme en MOOC, donc en université par distance. Donc, on se déplace 2 fois aux États-Unis. Massive Online Courses. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai pu étudier ça en étant certifiée l'année dernière. Avec des peer groups, avec des filles. Il y avait une en Colombie, une à Toronto, une à San Francisco, une en Suisse, une à Amsterdam et moi à La Réunion. D'accord. Donc des expériences là aussi qui permettent d'ouvrir le regard, se confronter à d'autres choses. Et donc toute la technique du coaching, parce que tout à l'heure je disais il faut aller au superviseur, et surtout il faut continuer de se former toute sa vie. Et donc le coach il est constamment en formation parce qu'il apprend des nouvelles choses. Et là, je suis en train de faire une formation en coaching systémique pour devenir à la IBS, où j'avais fait mes études en Allemagne il y a 25 ans. D'accord. Je retournais parce qu'il y a un professeur, Dr. Backhausen, qui est spécialiste dans le coaching systémique. D'accord. Et donc, je fais un parcours là depuis 1 an et demi pour être certifiée en mars en allemand aussi. Et sur les managers, de manière générale, quelles sont les problématiques pour lesquelles ils viennent vous voir? Quoi, les choses, les points bloquants récurrents et est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus endémiques de la société réunionnaise? Ouais. Alors, est-ce que c'est un phénomène endémique de la Réunion ou pas? Je pense que c'est quelque chose qui est très propre à l'homme. Chaque coaching est différent et chaque coaching est unique. Donc, il y a vraiment, de nouveau, à faire beaucoup attention quand on trouve des parallèles, ce qu'on appelle les process parallèles, qui créent des transferts, des contre-transferts, pour dire « Ah, il y a une recette, j'ai compris quelque chose ». Quand le coach se dit « Ah, j'ai compris quelque chose », c'est la grande vigilance pour se dire « Zut, j'ai rien compris » parce qu'effectivement, ça peut être aussi différent. Et si ça sera différent, ça fera quoi? Après, il y a des thèmes qui sont récurrents dans le sens que si je devais mettre des grandes étiquettes sur les préoccupations de nos dirigeants, qui m'a beaucoup étonnée, mais quand moi je parle avec mon superviseur, il me dit on attire ce qu'est un propre sujet pour soi. Et donc mon sujet classique, c'est la confiance. D'accord. La confiance en soi, la confiance dans l'autre. Et je pense que tous mes coachés, à un moment donné, dans un parcours de 6 mois où on se voit une dizaine de fois, vont me parler à un moment donné d'un problème de confiance de soi ou de confiance dans l'autre. Et c'est le regard de l'autre, c'est notre besoin d'exister en société, c'est la reconnaissance dont on a besoin pour se construire, c'est notre lien à l'autre. Donc on est des êtres sociétals. Donc je ne peux pas imaginer que c'est un problème propre à La Réunion, mais c'est un sujet humain. La confiance. La confiance, ouais. Et à quel point vous êtes amené à rentrer un peu de manière personnelle avec les dirigeants que vous coachez pour leur refaire prendre confiance soit en eux, soit en leur équipe? Comment ça se passe en fait? Ouais, alors ça c'est aussi une question qu'au début j'avais du mal à gérer et maintenant avec un recul de 5 ans, c'est que le coach va vous dire vous êtes business coach, vous êtes executive coach, on va parler pro, on est bien d'accord? Je le regarde dans les yeux, je dis oui bien sûr, on va parler business. Il s'assoit, on va commencer et la première chose qu'il va me confier, c'est qu'il est épuisé et qu'il ne sait plus où se mettre la tête et qu'effectivement, il n'a pas un équilibre. Et quand il parle de son équilibre, on est sur l'homme. Et l'homme, c'est le même en privé qu'en pro. Donc, il n'y a pas de work-life balance. Il y a juste la balance tout courte de votre être et de votre existence. Et donc, comment je fais pour parler eux sur des sujets personnels? C'est parce qu'ils me le proposent et parce qu'ils sont demandeurs. Et on parle de tout et de rien. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a des moments où ils vont me confier des situations difficiles par rapport à la vie privée, que ce soit dans leur couple ou leurs enfants ou un deuil ou une complication. Et au même moment, on va faire le parallèle avec le monde dans lequel il évolue toute la journée parce que vous ne changez pas d'être quand vous êtes au travail ou vous êtes chez vous. Donc l'équilibre, ça travaille sur les deux côtés. Je fais de l'executive coaching, je travaille sur les problématiques dans l'entreprise et tous ceux qui l'expérimentent
dans ce contexte-là, lui est fortement utile aussi à titre privé. Donc les gens, ils changent pas dans leur personnalité, parce que ça, c'est quelque chose qui vous est propre, hein, mais ils changent dans la façon d'appréhender les choses. Et ce qui vous emportait avant comme une vague et que vous prenez en pleine figure, vous l'apprenez à surfer pour justement être cool, être cool avec ce qui vous arrive. Donc, concrètement, comment on expérimente ça? C'est qu'on on le fait parler, mais pas que ça. Moi, je travaille beaucoup avec des techniques créatives, donc je les fais faire des collages, je les fais dessiner, je les fais marcher. On travaille avec des encres. On utilise beaucoup le corps aussi dans ce qu'on fait. Du coup, il expérimente une situation, un moment, et on focus sur ce que ça fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait? Et si ici, sur votre ventre, ça vous fait quoi? Et ici, dans la tête, ça vous fait quoi? Et une fois qu'on fait prendre conscience et on peut observer son émotion avec une certaine distance, je sais, quelques millimètres de hauteur de vue, avant que la vague vous emporte, vous avez le choix. D'accord. Et c'est ce choix que vous pouvez effectivement décider de la surfer ou pas. Et que ça soit quelque chose qui est très positif, parce que l'émotion, il n'y a pas de positive ou négative émotion, ils sont tous bons, mais ils sont très présents, vous ne pouvez pas les empêcher. Donc, quand ils viennent en disant « j'aimerais bien gérer mes émotions », on ne va pas les gérer, on va vivre avec. Mais vivre avec une façon d'être plus détendu que peut-être au début, de ne pas prendre les choses autant au sérieux, de faire la part des choses, de ce qui est vraiment important dans son existence, dans son entreprise. Qu'est-ce que sont la façon comment on gère son énergie, dans Manager Time, Manager Energy. Le temps, il est là. Hein. Les gens disent, je n'ai pas le temps. Mais si, elle est là. Vous pouvez dire, je n'ai pas pris le temps. Ouais. Voilà. Et si vous ne l'avez pas pris, vous l'avez pris pour autre chose. Donc, c'est une question de priorisation. Donc, tous ces sujets-là, en discutant, en échangeant. Donc, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne suis pas là pour donner des recettes. D'ailleurs, il n'y en a pas. Mais je suis là pour être une sorte de miroir humain, pour aider l'autre de voir ce qu'il n'arrive pas à voir tout seul. Et c'est ça qui est assez étonnant, à quel point on ne le voit pas tout seul. Et une fois qu'on a vu, on ne peut plus l'oublier. Et donc, c'est en expérimentant qu'on découvre des nouvelles façons de faire et on s'enrichit. Carl Gustav Jung, qui était une personnalité psychologique très prenante dans le paysage allemand, qui était juste après Freud, avait dit une jolie phrase, « Vaut mieux être complet qu'être parfait ». Parce que la perfection n'existe pas, mais être complet, ça veut dire s'accepter avec tout ce qui nous fait merveilleux et tous les ombres qui nous composent aussi. D'accord. Donc être aligné, être congruent. Congruent, c'est l'alignement tête, cœur, corps, le rayonnement. Et là, on est sur le leadership. Comment je peux être convaincant? Comment je peux être quelqu'un qui, oui, rayonne de son intérieur pour être une petite soleil ambulante au lieu d'être un trou noir en train de bouffer l'énergie de tout le monde. Et ça, en entreprise, il y en a. Il y en a des deux côtés. Et une différence peut-être entre coacher une dirigeante et coacher un dirigeant. Il y a des différences bien sûr. Forcément. Et quelles sont-elles? Alors, il y a une grande différence entre hommes et femmes. C'est que les femmes ont les enfants. D'accord. Le jour où les hommes mettent au monde les enfants, on pourrait essayer de créer peut-être plus d'équilibre entre les deux. Aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes, un grand sujet, pas seulement gouvernemental, mais en entreprise, avec des lois qui vous obligent d'avoir des plans sur ce sujet-là. Ouais. Et donc, il y a de plus en plus de femmes maintenant aussi en posture de dirigeants et de managers. Et on manage différent quand on est une femme, on dirige différent quand on est une femme. Et en coaching, effectivement, on est conscient que ça s'approche de façon différente. Si maintenant, je ne vous dis pas qu'avec une femme, je fais comme ça, avec un homme, je fais comme ça. Mais je suis consciente que pour une femme dirigeante, il y a des enjeux à d'autres endroits que pour un homme dirigeant. Et selon ses besoins, on va les aborder. On a aussi conscience que la mixité est quelque chose qui marche bien en entreprise, qu'on a des équipes mixtes. On a fait des recherches pour voir qu'effectivement, les hommes se font plus facilement coacher par des femmes et que les femmes se font plus facilement coacher par des hommes. Parce que là aussi, on a cette complémentarité de l'autre qui vous renvoie à quelque chose qui n'est pas vous-même. Maintenant, dans ma clientèle... Comme s'il y a besoin d'une différence marquée pour être coaché? Non, ça enrichit.
Si nous avons que les mêmes réflexes sur tous les sujets, c'est peut-être moins riche. Mais donc, moi, j'ai des femmes que je coach et ça marche très bien aussi. Ouais. Et mon parcours les rassure en disant on peut être mère et dirigeant. Donc, c'est là-dessus. Après, moi, je n'ai pas de préférence pour un ou pour l'autre. Ils sont beaucoup moins nombreux parce que même si aujourd'hui, je crois que 40% des entreprises sont créées par les femmes, au niveau dirigeant, moi, dans mon portefeuille, je pense que les postes importants en représentent même pas 15%. D'accord. Ouais. Et il y a une différence entre un coach et un mentor? Oui, parce que le mentor est ce qui va vous accompagner. La question, elle vient du fait que Oui. quand vous me dites, il y a quand même des femmes qui se rendent compte que vous avez une carrière avec 3 enfants. Du coup, ça, c'est plutôt un point de vue de mentor. De se Oui, dire, mais il parce qu'il existe y a une technique qui enfin, s'appelle le mentor parallèle. coaching. Ouais. Donc, ça, c'est un sous-chapitre. Le mentor, il va vous prendre à la main et vous amener. D'accord. C'est ça le mentor. Le coach, il va surtout pas vous amener parce qu'il ne sait pas où vous voulez aller. Donc le coach, il est encore beaucoup moins sur un projet ou un objectif que le mentor. Le coach s'interdit d'avoir un projet pour vous. C'est votre projet. Donc c'est comme si vous allez prendre le taxi, vous racontez au taxi d'où vous venez. Ça, c'est plutôt au thérapeute que vous allez le raconter, pas Ouais. au coach taxi que je suis. Ouais. Par contre, vous aimez dire où vous voulez que je vous amène. Et Ouais. c'est moi qui est votre véhicule. Et je vais vous amener à votre rythme, à votre destination, le véhicule qui vous correspond le mieux. D'accord. Mais en aucun cas, je vais vous dire, mais ça vous fera du bien de faire ci ou ça. Ça, c'est très intrusif. Et si on est un bon coach, on évite de faire ça. Donc, on ne donne pas de conseils. Au contraire, on aide l'autre de trouver la ressource en soi-même parce qu'on est intimement convaincu que nous sommes tous formidables. Ouais. Tous des enfants de Dieu, de n'importe quel Dieu. Ça, c'est le positive thinking, parce qu'on n'est pas tous convaincus. Mais c'est une question, c'est une mindset. C'est un Donc, mindset, ouais. c'est un mindset. C'est vous pouvez décider que vous aimez les êtres. Ça, c'est une décision que vous prenez. Et même ceux qui vous font du mal, et même ceux qui ne sont pas cool. Parce que s'ils sont comme ça, il y a peut-être des raisons, peut-être pas. Ouais. Il y a Marc Aurèle, il y a 2000 ans, il a dit « Donnez-moi la force de changer ce que je peux changer. Donnez-moi la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et donnez-moi surtout la clairvoyance de faire la différence entre les deux. Ouais. » Donc, vous pouvez influer sur beaucoup de choses. Vous avez des choix sur beaucoup de choses. Et il y a des endroits, on appelle ça raining zone, c'est là où la pluie tombe. Dans la cour Patel, vous pouvez rien. D'accord? Et donc, les trous noirs, ils existent. Vous pouvez les supporter. Vous n'êtes pas obligé de les intégrer dans votre existence. Et vous pouvez décider d'être solaire. Donc, ce n'est pas un think pink. Ça, c'est trop facile. L'optimiste irréaliste s'assoit en disant « La vie est belle et j'y crois très fort et ça va être merveilleux. » Ça marche si vous méditez beaucoup. Et même les grands maîtres n'arrivent pas toujours. L'optimiste réaliste, il ne s'assoit pas. Il dit « Moi, je vais faire des choses qui sont merveilleuses. Et je prends les choses en main. Et c'est pour ça que ça va être bien. » Donc, on a une zone d'influence. À chacun de trouver la sienne et de faire aussi bien qu'il a envie de faire et qu'il est capable de faire dans cette zone-là. Il y a des moments dans la vie où vous ne pouvez pas parce qu'il y a des choses qui vous empêchent. Il y a des malheurs, il y a des difficultés, il y a des chagrins, il y a des choses très dures auxquelles on survit ou pas. Et on revient à la mort qui est justement très présente dans notre existence et pas toujours aussi présente dans notre esprit. Et est-ce qu'il y a des routines que vous conseillerez justement? Des choses qu'on peut faire tous les jours pour avoir ce mindset? Alors routine, ça pue, hein. C'est un peu comme cadre. Hein. Routine, c'est burk. Hein. Alors moi, je vous propose des rituels. C'est bonnes habitudes. Plus sexy. Alors les rituels, à chacun de trouver le sien. Des rituels, c'est quelque chose en neurosciences qu'on aime beaucoup parce qu'on sait que votre cerveau sait créer des nouveaux liens en 20 jours. Donc, si vous avez pendant 20 jours... un rituel en 20 jours. Oui, en 20 jours, vous allez créer des nouvelles connexions entre vos synapses et créer un nouveau chemin dans votre fonctionnement neuronal que vous n'avez jamais imaginé avant. L'exemple, c'est brosser les dents. Au début, votre maman, elle a beaucoup insisté. Aujourd'hui, vous les brossez sans trop réfléchir, vu les belles dents que vous avez. Donc, du coup, quand vous voulez changer un comportement, c'est très dur parce qu'il est ancré en vous. C'est comme une autoroute qui s'est créée dans votre cerveau. Vous êtes passé 100 fois dessus et donc, du coup, c'est ancré. Et puis même le fait de vouloir changer en pensant à ce comportement, vu qu'on pense à ce comportement, vous le renforcez éventuellement. Donc, l'idée, c'est pas d'y penser, mais de faire. Comme quand je dis je ne dois pas manger de sucre, je pense que à du sucre. Du coup, je vois des montagnes de sucre. C'est un peu ça, oui. C'est comme l'éléphant rose. Okay. Donc, pour pouvoir créer un rituel qui vous est bénéfique, choisissez un sujet qui vous semble important pour vous et créez quelque chose qui ne dure pas très longtemps, mais que vous allez pouvoir répéter tous les jours. Ouais.
un peu comme brosser ses dents. Donc, ça peut être un mantra que vous écrivez, une jolie phrase que vous avez envie de vous répéter et que vous répétez devant la glace tous les matins. Ça peut être un exercice physique du style yoga, salutation au soleil, vous faites ça 12 fois. Les premiers 20 jours, c'est dur, hein. Mais une fois que vous l'avez fait pendant 20 jours, votre corps, ça va s'inscrire en vous. Et votre fonctionnement neuronal fait qu'une fois que c'est inscrit, c'est très difficile à défaire. D'accord. Ça marche sur l'addiction, ça marche avec l'alcool, ça marche avec la cigarette, ça marche avec le sport. Le sport, si vous en faites pour avoir le mal de muscles tel que vous avez des courbatures de plus bouger, votre corps inscrit la douleur dans votre inconscient et va se braquer contre tout futur effort. Donc il faut faire petite dose régulièrement, c'est la pratique. On peut parler sport, on peut faire sport. On peut parler cuisine, on peut faire la cuisine. C'est pas la même chose, il faut le faire. Donc arrêtons de dire, mais passons à l'action. Donc c'est l'expérimentation physique qui vous fait ça. On sait aujourd'hui qu'en neurosciences, si vous prenez une posture qui est engageante, du style de deux mains dans l'air, se taper sur le torse, ça dégage dans votre cerveau, dans votre physique, des hormones. Et donc, le testostérone augmente de façon mesurable après 2 minutes de ce pause-là. Et le cortisol, qui est donc l'hormone qui va avec l'adrénaline, baisse. De la même façon, si pendant 2 minutes, vous vous recroquevillez sur vous-même et vous faites tout petit, ces mêmes taux bougent dans l'autre sens de façon mesurable dans votre sang. Donc, votre posture physique de votre corps a une influence sur votre état d'esprit. Il suffit de mettre un stylo dans votre bouche et votre cerveau croit que vous souriez. D'accord, ok. Donc, toute la thérapie autour du rire est basée là-dessus. Donc, c'est un peu la autosuggestion qui peut fonctionner par rapport au body-mind. Après, il faut y croire aussi. Donc, là, on revient sur le mindset et l'attitude. Si je vais dans un rendez-vous et je me dis d'avance que ça va être très compliqué parce que les clients, il n'est pas du tout ouvert à ce que je vais lui raconter et de toute façon, jamais il va m'acheter mon truc et de toute façon, il ne croit pas du tout, vous pouvez être sûr que tout mon corps va exprimer ça dans ma croyance et il y a une forte chance que je ne signe jamais. Si avant d'y aller, je me clarifier mes idées, que je me renseigne sur mon client, j'essaie de comprendre comment il fonctionne, quel est son vécu, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Et je me fais un mindset open en disant je vais l'écouter et déjà voir ce qui va venir. J'ai réuni beaucoup plus de chances de mon côté de tomber juste par rapport à son attente, d'être ouvert à ses besoins et peut-être il va être plus accessible que ce qui aurait été si moi j'étais dans mes croyances de ça va marcher jamais. Francesca, c'est quoi le rituel que vous avez adopté, du coup, qui vous a apporté le plus de changements positifs? J'en ai essayé plein et je ne suis pas aussi rigoureux avec ma routine que j'appelle ou même, je veux dire, temporaire, mais qui vont... parce que parfois, c'est temporaire par rapport à une situation. Je pense que ce qui m'apporte, moi, le plus, c'est la méditation. Chose que je ne suis pas assez régulier. J'aimerais bien être encore plus régulier, mais j'ai eu la chance de faire la découverte du yoga et de la méditation dans un centre à La Réunion qui s'appelle le Centre de Jaya, où j'ai appris ces techniques qui sont ancestrales, ça date de 4000 ans, où on a déjà expérimenté des choses qu'aujourd'hui la science prouve. Ce qui est donc intéressant entre ces connaissances qui se rapprochent maintenant de quelque chose qu'on a expérimenté scientifiquement. Et la méditation, c'est donc effectivement quelque chose auquel je suis arrivée parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit « arrête de bouger et tais-toi ». Ce qui est pour moi très compliqué parce que je bouge beaucoup et je parle tout le temps. Ouais. Et j'ai dit « je vais mourir ». Et donc, du coup, au lieu de mourir, j'ai trouvé un coussin qui est donc effectivement une coussin virtuelle sur lequel je peux me laisser tomber quand je rentre en moi et je peux arrêter mon cerveau de tourner en rond. Et comme il tourne vite, la méditation, c'est quelque chose qui effectivement apaise terriblement. D'accord. Et dans les moments de grande difficulté, quand je risque de perdre pied, parce que comme ça tourne vite et comme il y a beaucoup de choses qui bougent en moi, il y a des moments où effectivement il faut que je m'ancre. Et la méditation, c'est ça. D'accord. Donc mon rituel, c'est effectivement le matin de me poser aussi longtemps que possible pour rentrer en moi. D'accord. Et d'avoir donc une pratique régulière. Quand je suis régulier, ma journée se passe très différent que quand je suis effectivement préoccupée et quand mes émotions m'emportent aussi. D'accord. Donc ça, c'est un peu un de vos loisirs. Un peu le ? Un de vos loisirs. Oui.
Et Ouais. j'avais noté que vous aviez d'autres loisirs. Ah bah l'équitation, je sais pas si vous en faites encore, mais le voyage, la lecture, le golf, la cuisine Et l'autre. et l'autre. Oui, sur mon CV, je marque que mon loisir, c'est l'autre. Ouais. Donc, je m'intéresse à l'humain. Et D'accord. donc, je l'étudie et j'essaie de le comprendre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de travailler parce que je prends du plaisir dans ce que je fais. Donc, ça, c'est déjà très cool. Après l'équitation, j'en ai fait plus parce que j'ai pas de cheval ici et parce que je n'ai pas pris le temps de le reprendre. Le golf, pareil. Depuis que j'ai créé mon entreprise, je prends plus de temps pour ça. Par contre, je me suis mis à la course. Donc, j'ai appris à courir, alors que je suis très grande, Ouais. 78, je pèse 75 kilos, donc pour le faire bouger, il y a de quoi faire bouger. Et donc, je me suis mis au sport par rapport à l'équilibre de mon métier où on est souvent, pas que assis, mais on est très dans l'intellectuel et dans l'écoute. Donc, avoir cette dépense physique est très important. Et donc, j'ai eu la chance de participer avec 2 amis au Raid Amazon l'année dernière en Californie. Ouais. Le Raid Amazon est donc une compétition que des femmes. Donc, ça aussi, c'était challenging pour moi parce que mon monde est très masculin dans l'entreprise et mes 3 fils. Et donc, après avoir été pendant 7 ans dans un internat des filles, moi, c'était pas complètement mon truc, faire une course avec des roses. Et je trouvais donc 2 amis extraordinaires avec lesquels je me suis entraînée pendant 1 an, donc de faire du canoë, du VTT, de la course en montagne et le tir à l'arc. On a fini d'ailleurs 2e sur 90 équipes en tir à l'arc. Sinon, sur la totalité, on était en milieu, on était sur 45. Et c'était très dur parce que c'est des épreuves sur 6 jours avec des gens très entraînés. Donc, il y avait le champion de triathlon, il y avait la fille des canoës qui a participé aux Jeux Olympiques. Donc, on était vraiment sur un niveau qui n'avait rien à voir avec nous. Mais ce qui était chouette, c'est qu'après un entraînement, après 1 an, on a pu participer et on est arrivé en équipe à 3. Après les 6 jours, on a réalisé donc, cet exploit-là. Et donc, moi, j'ai découvert que j'étais pas seulement grand, mais que je pouvais être forte et qu'on peut faire des choses à notre corps qu'on n'imagine pas forcément. Donc, le sport fait aussi intégralement partie de mon existence. Et donc, ça fait partie de mes rituels de bouger suffisamment pour, parfois m'ancrer. Des voyages ? Des voyages, oui, là, actuellement, beaucoup. Je suis 3 semaines à La Réunion, 1 semaine en Europe. D'accord. Depuis 1 an. Voyage d'affaires, là. Ouais, c'est de tout. Bien sûr, c'est à faire parce que, comme je vous dis, mon plaisir, c'est mon affaire. Donc, du coup, j'ai voyagé au début surtout pour ma formation, pour la certification systémique. Et donc, du coup, j'ai rencontré les gens là-bas et j'ai trouvé des clients. Et donc, je coach en Allemagne. J'ai un programme où j'interviens pour L'Oréal à Düsseldorf. J'ai d'autres entreprises allemandes qui me demandent. Et donc, du coup, je prends beaucoup de plaisir de pouvoir rentrer chez moi. Donc, c'est voyage pour retrouver des amis et la famille, voyage pour travailler, mais aussi voyage pour découvrir d'autres paysages et d'autres endroits. Donc, les prochains... je fais moins de voyages touristiques, je fais surtout des voyages d'apprentissage, mais c'est lié peut-être, les deux font la même chose. Ouais. Parce que vous préférez apprendre que... Alors, ce qui est le scoop, si dans vos auditeurs, il y a des jeunes, le scoop de mon existence, c'est que j'étais cancre et j'étais exclue à l'école parce que je me suis auto-exclue. Ouais. Et aujourd'hui, le plus je vieillis, le plus j'adore apprendre. Donc, je lis plein de choses et j'apprends plein de choses et je développe une curiosité et je prends du plaisir de le faire. Or que si quelqu'un m'aurait dit ça à 14 ans, que je vais prendre du plaisir à apprendre, je n'aurais jamais cru. Laisse-moi aller faire du cheval. Ouais. Voilà. Donc maintenant, j'aime vraiment et je trouve que c'est chouette. D'accord. Ouais. On arrive sur la fin de l'épisode. Il y a quelques questions classiques. La question du recruteur Facebook, par exemple. Quand on veut postuler chez Facebook, il vous pose la question. Francesca, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ? J'ai eu tellement peur dans ma vie. Vraiment ? Et donc, je dis pas que j'ai plus peur de tout, mais j'ai beaucoup moins. Donc, ce que je fais aujourd'hui, je fais parce que j'ai plus peur. Donc, je fais ce que je peux faire quand j'ai pas peur. Donc, en fait, vous êtes déjà en train de faire ce que vous voudriez faire. Ok. Si vous aviez un grand billboard, une grande pancarte qui pourrait être visible par tous les Réunionnais passeraient devant, on serait dans les embouteillages devant cette grande pancarte, il y aurait marqué quoi dessus ? En gros, votre message aux Réunionnais. Alors, la première chose qui m'est venue, c'était un grand cœur d'amour.
Ouais. Parce que mes enfants, quand ils rigolent sur moi, ils appellent maman fleur et cœur. Et mes collaborateurs chez SFR disaient ça pareil. Donc, le concept de fleur et cœur, c'est que si on envoie des pétales de rose dans l'univers, parfois il y a quelques pétales qui reviennent. Si vous envoyez de la bouse, elle revient tout de suite. Donc, fleur et cœur, c'est d'avoir un regard aimant sur ce qui vous entoure, d'être dans cette attitude constructive et de même dans les situations et des moments difficiles, de rester droit. Et donc oui, je pense que c'est l'amour universel, donc le message de l'amour universel, ça c'est quelque chose, moi je mettrai plein de cœur, pas en rose, mais en rouge sang comme la vie. Voilà. D'accord, ok. Oui, c'est étonnant pour un Non, dirigeant. c'est mais... très beau, c'est très beau. Ouais. J'aimerais savoir quelle personne vous voudriez que j'interviewe ou vous nomineriez pour un épisode dans The Little Big Show. Alors j'en avais réfléchi, j'en aurais une centaine à vous citer. peut Donc pas je choisis une. On est au 7e épisode, on peut pas monopoliser les Je épisodes. vous cite une parce qu'elle est importante pour moi. C'est Martine Cadet, avec qui j'ai pu faire effectivement cette épreuve de Red Amazon en Californie. Et Martine, je l'ai rencontrée lors d'une formation de coaching. Et on s'est lié d'amitié. Et elle est donc coach comme moi. Et surtout, c'est une spécialiste au niveau des RH. Elle a travaillé chez Google. À un moment donné, elle était DRH à la SIDR. Et aujourd'hui, elle a son propre cabinet RH Latitude. Et donc, Martine, c'est pour moi quelqu'un de précieux, important, de fin, d'élégant, d'intelligent. Et donc, elle a certainement plein de choses à raconter. Bon, ben Martine, Une belle si vous personne. nous entendez, j'espère qu'on pourra se voir bientôt. L'épisode arrive à sa fin. Comment font les auditeurs si, par exemple, il y a un dirigeant qui voudrait te contacter? C'est facile, acte-toi, actoi.com, donc Ouais. 5 lettres. Et donc, j'ai Tout mon est- site et tout est dessus. donc, tout est dessus. Francesca, je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, Julien. Au revoir. Au revoir. Vous êtes encore là. Ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez et n'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.